quand je dis que la coutume est un système de droit, eh bien, bien de mes collègues disent non, la coutume, c'est la coutume, etc. Il y a déjà une discussion, une controverse, des conflits quant au fait de savoir si la coutume, c'est un ordre juridique. Je suis de ceux qui pensent que la coutume est un système de droit complet. Malheureusement, tout le monde ne pense pas comme moi, et c'est ce qui empêche d'ailleurs que s'ouvre le dialogue entre les deux systèmes de droit. Si vous voulez qu'il y ait un dialogue entre deux personnes, il faut qu'on considère que les deux personnes sont égales. Donc il faut considérer que la coutume est un système de droit. Mais après, dans la réalité, quel droit va s'appliquer? Et la question, et c'est celle dont je discutais avec vous tout à l'heure, 40%, plus de 40% de la population de Nouvelle-Calédonie vit avec un statut civil particulier. Droit de la famille, etc. Plus du tiers des terres de la Nouvelle-Calédonie et dans certains endroits 100% des terres, comme à Lifou, c'est de la terre coutumière. Est-ce que ce n'est pas un problème dont il faut discuter, puisqu'on a une dualité, on a un dualisme de droit? Alors comment on vit là-dedans? Alors certains disent « Oh, mais la coutume, n'en parlons pas et tout. » Un jour, ils deviendront comme nous. Hein. Un jour, ils seront aussi sauvages que nous. Et d'autres qui disent oui, mais on va transformer ce droit petit à petit, ils vont se civiliser, hein, ils vont devenir comme nous, etc. Voilà. Et c'est ces questions qui sont discutées aujourd'hui dans le cadre du programme. Ce programme n'est pas français, il est canadien. Et curieusement, le professeur Otis, Ghislain Otis, est à la tête d'un très gros programme canadien sur le dialogue que tous les autochtones peuvent aujourd'hui ouvrir entre eux. Alors il y a les autochtones du Canada, et en particulier du Nord-Canada, des autochtones en Afrique, mais bien souvent des pays indépendants ne reconnaissent pas, qui ont eu l'indépendance en 60-62, ne reconnaissent pas l'autochtonie de certains d'entre eux. C'est le cas le plus connu, c'est le Congo, ou un autre cas, les Berbères d'Afrique du Nord, qui ne sont pas reconnus comme autochtones, alors que les Berbères, c'est ceux qui y étaient avant la conquête arabe. Et alors, est-ce qu'on doit classer les Berbères comme un peuple autochtone? Ils veulent leur langue, ils veulent leur identité, ils ne se marient pas comme les Arabes. Leur islam est un islam qui s'est transformé au contact, etc. Donc, est-ce que le problème des autochtones, c'est pas partout dans le monde, quelque part? C'est pas une petite question. Et incontestablement, pour les Canadiens, le cas de Nouvelle-Calédonie, la question kanak, est quelque chose qu'ils trouvent extraordinaire. D'abord par le poids démographique des Kanaks sur leur propre terre, par les accords de Nouméa dont on va parler, et par la vitalité du peuple kanak. Hein, le fait que les Kanaks sont attachés à leur identité. Et ils répondent évidemment, les Kanaks aujourd'hui, même les juristes le reconnaissent, à la définition qui est donnée d'un peuple autochtone. Oui, vous êtes un peuple autochtone. Alors la France dit, mais non, les autochtones, c'est dans les autres pays, c'est pas chez nous. Oui, on a signé bien sûr en 2007 la déclaration universelle pour les peuples autochtones. Mais c'est pour les autres. Chez nous, il n'y a pas d'autochtones. La meilleure des preuves, regardez. Les Kanaks ont les mêmes droits que les Français. Alors, eh bien, il n'y a plus d'autochtones, on est tous les mêmes et tout. Oui, mais le compte n'y est pas, et vous le savez. La situation sociale des Kanaks en Nouvelle-Calédonie montre tous les jours que ce pays n'est pas décolonisé. Et je dirais qu'il ne le sera pas, même s'il devient indépendant. Si on ne fait pas des progrès dans la reconnaissance de l'identité kanak. Et l'identité kanak, c'est d'abord une façon de vivre, une façon d'être, une façon d'aimer, une façon de se marier, une façon de partager les richesses qui n'est pas la même que chez nous.
et qui remet en cause d'ailleurs même l'idée de mondialisation, selon laquelle on serait tous unis par le marché et la technologie. Mais non. Bien sûr, il y a le marché, bien sûr, la technologie, mais il n'y a pas que ça. Par exemple, le marché dans le monde kanak, est-ce que ça existe vraiment tel que nous le concevons? Acheter et vendre comme nous le faisons nous, avec cette férocité qui fait qu'on détruit au passage la nature pour fabriquer des choses. Chez les Kanaks, la notion de vente, d'achat, elle existe peut-être, mais souvent j'ai trouvé, mais sans la connaître, hein, parce que je suis vierge par rapport au droit kanak, quelque chose de différent. Dans l'ordre juridique coutumier et kanak, eh bien, on sait bien que les choses s'organisent avec un droit qui n'est pas écrit, un droit qui commence parfois à l'être, un droit où il y a des traces d'écrits, etc., et un droit qui est vivant, qui évolue. Et on l'a vu avec la charte du peuple kanak. La charte du peuple kanak a voulu donner les bases, en définitive, eh bien, qui sont les bases juridiques de la coutume. Et en montrant bien que la coutume n'est pas du tout des rites, de gens sous-développés, etc., mais c'est véritablement intériorisé par une population qui se sent kanak, un système de droit, alors qui va sur la famille, etc. Alors que ce système de droit ait des problèmes, ça c'est sûr, mais tous les systèmes de droit ont des problèmes aujourd'hui. Regardez la loi qui n'est plus respectée, quand il change tous les ans, hein, est-ce que le système de droit occidental est mondialisé, il est si, tous les jours on le change, tout, etc. Regardez le mot mariage. C'est le même mot qui désigne aujourd'hui une situation très différente, puisque le mariage pour tous, aujourd'hui, est reconnu, alors qu'il y a 3 ans, il ne l'était pas, etc. On voit bien que l'instabilité du droit occidental ne lui donne pas le droit de mépriser une coutume qui traverserait des difficultés. Parce qu'il y a des zones en Nouvelle-Calédonie où la coutume a du mal à être appliquée, où elle n'est pas respectée, où elle n'est pas respectable parfois, parce qu'elle est peut-être mal dite, ou parce que les gens qui sont chargés de la dire ou de la faire appliquer, mais nous n'avons pas, nous, à en juger, ont peut-être perdu leurs racines, leurs valeurs, etc. Mais en tout cas, l'idée du professeur Otif, c'est que en Nouvelle-Calédonie, un dialogue entre les deux droits doit s'ouvrir. Je voulais revenir rapidement aux accords de Nouméa, pour vous dire l'importance du droit kanak. Alors ça, ce sont les accords de Nouméa, ce n'est pas la loi organique, hein. Ce sont les accords qui ont été signés après les accords qui avaient été signés précédemment, par Chibaou et comment il s'appelle, et Lafleur, hein. Au bout de 10 ans, on vit ensemble, et comment on formalise tout ça? Alors, il y a des accords très durs, hein, qui ont été très difficiles, hein, et on a vu les accords de Nouméa. La colonisation a porté atteinte à la dignité du peuple kanak, qu'elle a privé de son identité. D'accord? De grandes souffrances en sont résultées, etc. Alors, regardez ce dernier morceau de phrase là. Restituer au peuple kanak son identité confisquée. Ça, c'est une obligation désormais de la loi française. Ce qui équivaut à lui reconnaître sa souveraineté. Alors, si vous le lisez, vous dites sa souveraineté préalable, mais non. Entre souveraineté et préalable, il y a une virgule. Regardez, elle y est la virgule. C'est pas moi qui l'ai dit. Préalable à la fondation d'une nouvelle souveraineté. Ça veut dire qu'ici, vous avez votre souveraineté, et là, vous l'avez déjà perdue. Après la virgule. Partagée, parce que votre souveraineté est désormais partagée, dans ce que l'on appelle un destin commun, qui, vous le voyez, n'est pas défini. Très important aussi de montrer qu'en réalité, la contrepartie de la souveraineté partagée, c'est la reconnaissance de l'identité kanak. Mais qu'est-ce que c'est l'identité kanak? Eh bien, on va le voir. Ça aussi, vous devez l'avoir à l'esprit, pour voir que la rédaction n'est pas innocente. C'est un petit juriste français qui a pris la plume. Et quelle que soit la bonne volonté des Kanaks qui est autour de la table, je me rappelle qu'avec Octave, nous avions eu des mots très durs. Il me dit, mais tu m'accuses d'avoir trahi. J'ai dit non. Je dis pas que j'ai dit celui qui a été trompé, c'est pas un traître. Il a été trompé, tu n'as pas vu la portée de ça. Et déjà,
lorsqu'on parle de votre identité, on parle de votre statut civil. Donc, on a tendance à réduire votre identité à ce statut civil qui a été construit par la République. Et donc, on a tendance à réduire la coutume au statut civil coutumier. Droit et structure coutumière, voilà. Et surtout, le rôle des autorités coutumières dans la prévention sociale et la médiation sera reconnu, etc. Bon, les autorités coutumières peuvent être associées à l'élaboration de décisions des assemblées locales à l'initiative des assemblées de province ou des communes. Vous voyez, regardez. Les autorités coutumières pourront être associées à l'élaboration des décisions. C'est pourront être associées, et non pas sont associées. Des décisions des assemblées à l'initiative des assemblées. Ces deux mots, c'est des mots de juristes, ça. Pourront, à l'initiative d'eux. Ça veut dire qu'en aucun cas, les autorités ne peuvent prendre l'initiative. Je ne rentre pas dans le détail parce qu'il y en a des dizaines de choses comme ça. Qui, après qu'on se soit engagé loyalement autour d'une table, font qu'on détricote le droit du peuple kanak à faire valoir à la fois ses droits et son identité. Mais le plus important, c'est l'action politique. C'est l'action de développement, c'est les politiques publiques. C'est ça qui compte. Alors, l'identité, si on folklorise, si la coutume devient du folklore, on pourra avoir des drapeaux, on pourra avoir des langues et tout, etc. De toute façon, les petits, après, à l'école, ils apprendront l'anglais et le français. Bon. Donc, ça ne mange pas de pain, comme on dit. Mais par contre, l'initiative politique, le fait que la loi ne peut pas être la loi comme vous le voulez, tant que vous n'avez pas l'accord du peuple kanak, ça c'est autre chose. Et là, le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas, et voilà, alors, vous voyez, donc la terre, bon, alors la terre, est-ce qu'on va récupérer les terres qui ont été spoliées, etc. Les symboles, les institutions, voilà. Alors, on voit bien que, déjà, on a une sorte de constitution qui se met en place, c'est la constitution de Nouvelle-Calédonie. Hein? Et dans cette constitution, ce que l'on appelle le peuple kanak ne s'appelle plus le peuple kanak. Et je vais vous montrer comment il ne s'appelle plus le peuple kanak. Alors, tout d'abord, le mot kanak n'apparaît plus qu'une seule fois, et en tant qu'adjectif, le mot kanak n'apparaît plus dans la loi organique. Plus une seule fois. Il n'y a plus le mot identité kanak. Et surtout, vous avez ici le Sénat coutumier et les conseils coutumiers sont, et ça c'est clair, des institutions de la Nouvelle-Calédonie. Ce ne sont pas, et vous le savez bien sûr, des autorités coutumières. En aucun cas. Mais le mot autorité coutumière n'apparaît nulle part dans la loi organique. Donc, ce qui dans la loi organique va représenter l'identité kanak, c'est le Sénat et les conseils coutumiers qui ne sont pas des autorités coutumières. Et plus largement, les autorités coutumières, les chefferies, n'apparaissent pas comme étant de véritables institutions. Ça reste une sorte de boîte noire. Hein, donc on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas à quoi ça sert et tout. En tout cas, on sait qu'il y a la coutume. Et on va aller plus loin, vous allez voir. Et puis j'en finis avec l'analyse juridique, parce que c'est assez embêtant. Hein. Mais on pourra aller beaucoup plus loin. On a, voilà. Voilà. Le titre premier, vous n'avez pas la coutume. Vous n'avez pas le droit kanak. Vous avez le statut civil coutumier et la propriété coutumière. On aurait pu mettre le système juridique kanak, on aurait pu mettre la coutume kanak, mais ni le mot kanak, ni le mot coutume n'apparaissent vraiment.
Et là, le premier mot, c'est le premier mot qui tue. Les personnes dans le statut coutumier. Cela veut dire que la coutume n'est conçue que comme un droit individuel d'un certain nombre de personnes de Nouvelle-Calédonie, et non pas comme une entité collective. Le mot clan n'apparaît nulle part. Autant le mot conseil coutumier apparaît, autant le mot sénat coutumier apparaît, autant le mot clan n'apparaît pas. Et donc, la définition de la coutume, c'est les personnes, c'est le statut personnel, de droit civil. Et donc là, vous voyez l'importance de l'interprétation de ce qu'est la coutume. La coutume, c'est des rapports de droit civil. Des rapports de famille, des rapports de droit privé, mais même pas de droit privé, on parle de droit civil. Le droit civil, c'est plus étroit que le droit privé. Et là, je dis ça sous la surveillance donc, de Sarah Mapou, qui à l'heure actuelle est étudiante en droit privé. Le droit privé est plus large que le droit civil. Il englobe le droit commercial, etc. Bon, des choses, le droit international privé, par exemple, etc., etc. Et donc là, on voit bien la volonté de réduire la coutume au statut civil coutumier des personnes et à la propriété coutumière, c'est-à-dire à l'ensemble de ce qu'on a considéré comme étant la propriété collective des clans et des chefferies, etc., etc. Alors voilà où nous en sommes. Avec ça, comment est-ce qu'on peut ouvrir un dialogue équilibré entre le droit républicain qui a le droit pénal, le droit administratif, le droit international, etc., etc., et d'autre part, un droit coutumier, entre guillemets, ou qui n'est pas un droit de la coutume, etc., et qui en plus est sous la surveillance des tribunaux coutumiers qui sont présidés par magistrats français, hein, et qui vont dire, en définitive, si les chefferies ne se sont pas plantées, si les conseils coutumiers ont fait des arbitrages qui étaient, etc., etc. Avec le problème, c'est que les conseils coutumiers, est-ce qu'ils peuvent dire la coutume? Est-ce que les conseils coutumiers peuvent-ils dire la coutume? Est-ce qu'ils peuvent arbitrer des litiges coutumiers? Est-ce que ce ne sont pas uniquement les autorités coutumières? Tout ça n'est absolument pas réglé à ce niveau. Et les rapports de force, c'est que les conseils coutumiers, étant un peu inorganisés, c'est la bureaucratie de la Nouvelle-Calédonie qui fait la politique des conseils coutumiers. Faute de moyens, faute de formation et tout. Mais déjà, on bascule dans un système dans lequel il faut de l'expertise, il faut du savoir, il faut pouvoir se défendre, il faut des moyens financiers, etc. Et on voit bien qu'on est loin, en définitive, de cette situation. La question est de savoir comment on arrive à donner les moyens à la coutume, tout d'abord, de n'être pas contourné, pour dire « Ah, mais quand la coutume se tait, ben, ma foi, nous, on va vous chercher des juristes et des avocats, et ils vont faire pour vous. » Or, l'article 18 de la loi organique le dit clairement, la coutume est dite par les autorités coutumières. Ça c'est clair et net. Hein, bon. Et c'est la seule résistance qu'il y a à l'heure actuelle. Hein. C'est le seul taquet là, qui fait qu'on n'arrive pas à balayer le système coutumier. Mais il y a des stratégies après qui sont un petit peu compliquées. Tout d'abord, ce qui me paraît important, c'est le rôle unificateur que joue le Sénat. Et ça, c'est un rôle qui peut être discuté. Par exemple, Ghislain dit, est-ce que le Sénat peut vraiment unifier le droit de la coutume? Est-ce que c'est le rôle du Sénat de faire ça, hein, bon. Mais le problème, c'est que le Sénat est poussé par le gouvernement et par le Congrès, à qui la loi organique dit ils sont compétents dans un certain nombre de domaines. Hein, ce sont les domaines donc, de l'acte coutumier. Mais alors, qu'est-ce que c'est l'acte coutumier? Moi, en tant que juriste, l'acte coutumier, c'est toutes les décisions des autorités coutumières. Ah, me dit, mais non, l'acte coutumier,
c'est un petit peu comme l'acte qu'on passe devant le notaire, c'est le morceau de papier authentique. Vous voyez, déjà, il y a plein d'équivoques. J'ai dit, mais non. Ce qu'il faut, c'est la reconnaissance du statut des décisions des autorités coutumières et ce que l'on appelle en droit leur opposabilité. C'est-à-dire le fait que tout le monde les respecte, canaque ou non. Hein, l'opposabilité d'un acte, voilà. Et alors après, on dit, oui, mais c'est des actes de quoi? Alors, d'une façon perfide, à mon avis, scélérate, j'ai dit, je l'ai écrit d'ailleurs. Il y a une loi de pays qui dit les actes des autorités coutumières sont des actes conventionnels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont de l'ordre du droit privé. Ça veut dire qu'ils ne sont pas des actes d'autorité. Et que ce sont des sortes de contrats. Alors, c'est pas vrai. Il y a des décisions d'autorités coutumières qui sont des décisions qui sont comme des règlements de police, par exemple. Il est interdit de cultiver à telle époque. C'est pas un contrat, ça. Donc, ou alors, par exemple, sur l'île des Pins, je prends tout le temps cet exemple, mais il y en a bien d'autres. Parce que voilà, et parce qu'en plus de ça, comment il s'appelle? Raphaël m'a dit, ne prends pas cet exemple, il n'est pas bon, etc. Mais c'est un exemple qui est très clair. Quand les gens vont sur l'île des Pins, il y a des pancartes qui disent « Les tenues correctes sont exigées sur la plage ». Quelle est sa valeur juridique? Hein? Hein? C'est le grand chef là. C'est le grand chef qui l'a dit. Mais il l'a dit tout seul, il n'a pas dit, bon, voilà, etc. Bon, peut-être qu'il est pudibond, qu'il n'aime pas voir le corps des dames et tout, etc. Bon, en tout cas, cet acte, si moi je l'analyse comme un juriste, je dis c'est un règlement de police administrative comme un stationnement interdit. Il a la même nature juridique. Donc nous dire que cet acte est un acte contractuel, ça n'a aucun sens. Donc, mais vous voyez déjà que quand même il y a la volonté d'enfermer la décision coutumière comme étant une décision des affaires de famille, quoi. Voilà, et puis voilà. Et non, pas du tout. Quand on va sur l'île de Lifou, toute la société est réglée par la vie des chefferies, par les décisions, etc. Bon. Et les gens obéissent donc à un ordre juridique. Donc vous voyez comment, dans quelle situation. Alors la difficulté et le dilemme qui est chez nous, les juristes, est-ce que nous devons le formaliser tout ça? Est-ce qu'on doit le mettre sur le papier? Est-ce que, de manière à protéger en définitive les pratiques sociales qui auraient tendance à disparaître avec les nouveaux modes de vie, avec l'informatique, la télévision, l'école, où il y a une acculturation qui se produit, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Et moi, je n'ai pas la réponse. Parce qu'au sein même du Sénat, il y a une discussion. Où on dit, mais est-ce qu'on doit écrire au moins le cadre dans lequel s'exerce ça? Ou est-ce qu'au contraire, non, c'est dénaturer la coutume que de... Alors, dénaturer la coutume par l'écriture, ça, moi, je n'y crois pas. Par contre, quelque chose qui est plus embêtant. Aujourd'hui, il y a un projet de loi du pays sur la dévolution successorale. C'est-à-dire, comment faire quand une personne kanak est décédée pour redistribuer le patrimoine. Hein, bon. Alors, on le sait qu'il n'y a pas de propriété privée sur des terrains coutumières, mais il y a de nouvelles pratiques maintenant. On a tendance à transmettre les biens à l'un, à l'autre, etc., etc. Est-ce que pour autant c'est un droit individuel? En droit kanak, on ne voit pas de droit individuel émerger, mais pourquoi pas? C'est au kanak de le dire. Alors cette loi, elle fixe les principes de dévolution. Mais cette loi, ce n'est pas une loi kanak. C'est la loi de la Nouvelle-Calédonie. Donc la Nouvelle-Calédonie dit, dans une certaine mesure, la coutume. Et ce matin, nous avions une discussion avec Annelise. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu que le Sénat dise voilà les principes de la dévolution successorale, aux chefferies après de l'appliquer, si elles le veulent, puisque le Sénat n'a pas une capacité sur les chefferies, ce sont les chefferies qui décident. De l'autre côté, sur le plan de la stratégie politique,
montrer l'unité du peuple kanak dans son droit, ça pèse plus que de dire, ben, écoutez, chaque chefferie fait comme le veut. Vous voyez que derrière ce problème de droit, il y a des questions très politiques. Très, très, très politiques. En disant, parce que c'est une question de stratégie. Est-ce qu'on met en avant une unité des pratiques coutumières? Ou au contraire, on dit, écoutez, c'est la coutume, on ne peut pas rentrer là-dedans. C'est une question. Et je peux vous dire, parce que moi, je ne peux pas répondre à cette question. Et les meilleurs Kanaks parmi nous ont des difficultés à répondre à cette question. Ce que j'observe, c'est qu'on est un petit peu sur la crête, vous savez. Une fois, on dit, tiens, on va légitimer de la coutume en faisant en sorte qu'elle soit reconnue comme du droit positif. Et d'autres fois, on dit, hop, ne touchez pas à la coutume, ce n'est pas vous qui devez vous en occuper. Depuis 2007, en 2007, il y a eu aux Nations Unies la proclamation sur les droits des peuples autochtones. Ça a modifié beaucoup la stratégie et ça a changé les termes en fait de la loi organique. Ça signifie plusieurs choses. Tout d'abord, que les autochtones ont des droits. Et moi je dis en plus, ils ont leurs droits. C'est deux choses différentes, hein, bien sûr, vous avez compris. Hein. Avoir des droits, c'est dire, ben écoutez, monsieur le gouverneur de la République, j'ai droit à ceci, j'ai droit à cela, parce que je suis kanak. Et avoir son droit, c'est de dire, monsieur le gouverneur, vous vous occupez pas de ces affaires, parce que c'est nous qui réglons nos affaires nous-mêmes. C'est deux terrains différents. Quand, par exemple, les Kanaks revendiquent des zones d'influence coutumière, ils réclament un droit nouveau, un droit collectif. Mais quand on dit au gouvernement de Nouvelle-Calédonie, et aux Kanaks, hein, qui y sont d'ailleurs, hein, ne vous mêlez pas de ce que font les chefferies, là ça veut dire nous avons notre droit. Voilà. Donc c'est sur ces deux tableaux que va jouer désormais donc le Sénat. Et quand vous lisez le travail du Sénat, puisque moi je travaille avec les sénateurs, hein, ils me font l'honneur donc de me laisser travailler pour eux, mais je le fais dans un cadre universitaire. Hein. Je ne suis pas l'expert rémunéré du Sénat, pas du tout. Hein. C'est en toute amitié que nous le faisons. On travaille en tout cas sur ces deux aspects. Revendiquer des droits pour le peuple kanak et revendiquer son droit pour le peuple kanak. Vous voyez, c'est très clair hein, comme chose. Bon. Quand il revendique son droit, c'est la charte du peuple kanak. Le peuple kanak a son droit. C'est-à-dire une conception de la famille, une conception de l'ordre public, une conception de l'accès à la terre, une conception du partage de la richesse, des valeurs, qui sont des valeurs kanak, etc., etc. Ça, c'est nous. Et vous devez le respecter. Mais le compte n'y est pas. Le peuple kanak a été colonisé. On lui a pris sa terre. On l'a persécuté, ce qui fait que ses enfants, aujourd'hui, sont souvent perdus, etc. Et la situation sociale est très grave. Quand vous allez à Nouméa, vous avez, comment dirais-je, tous les feux des lumières de la ville, mais vous avez des villages kanaks et des tribus kanaks qui n'ont pas d'électricité. Donc, il y a des revendications pour l'exercice de droits, de moyens pour que le peuple kanak sorte, pas dans sa majorité, mais dans une très forte minorité, soit du sous-développement, soit de la crise identitaire. Voilà, voilà un petit peu les deux travails bon, qui a été fait. Donc on le voit pour ce qui est de la revendication, la revendication pour plus de moyens et plus de droits, elle se confond assez bien avec le combat indépendantiste. Parce que celui-ci suppose qu'au moment de l'indépendance, plus de droits seront reconnus au Kanak en tant qu'entité Kanak, en tant que communauté qui a été colonisée et persécutée. Là, on voit un rapprochement qui est possible avec quand même l'expérience de l'histoire, il faut faire attention. Hein. L'expérience que l'on connaît d'indépendance qui se rapproche un peu de la nôtre, c'est l'Algérie. Les indépendantistes algériens ont dit
quand les Français seront partis, il va couler le lait et le miel, c'est pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'être indépendant, c'est du même coup avoir une énorme responsabilité. Et en particulier la responsabilité de réussir l'indépendance. Donc, moi je pense que c'est un combat en tant que tel. L'autre combat, il est, Annelise pourra en parler peut-être, c'est l'autodétermination interne. L'autodétermination interne, c'est le fait que les Kanaks disposent de moyens qui leur permettent de conserver justement à la fois leurs droits, leur manière de vivre, et quand je dis conserver, c'est même pas le mot, de conduire leur propre vie et leur propre. Parce que conserver, ça serait entendre qu'il n'y a que la tradition qui rend compte des Kanaks. Et c'est comme quand vous voyez les Occitans, ils vous parlent d'Occitanie, ils sont tous habillés en gène du Moyen-Âge. Comme s'il n'y avait pas d'Occitans au XXIe siècle. Non. Les Kanaks, ils sont ici et là. Et vous, vous êtes des jeunes Kanaks. Donc il y a de très jeunes Kanaks dans les bras de leur mère. Donc c'est eux les Kanaks. Autant que les vieux, autant que les ancêtres. C'est eux. Donc c'est eux qui doivent dire quel est leur mode de vie de demain. Alors, pour eux, ça va être un dilemme entre la modernité qui les attire, le mode de vie occidental qui individuellement paraît plus... Pour l'individu plus avenant, plus gratifiant, et le respect de la parole des ancêtres, la fidélité au passé. Et moi, j'aimerais pas être à votre place, parce que vous devez avoir la tête qui fume, il y a des jours. C'est pas facile de vivre ces deux identités, parce que vous êtes français aussi, et vous êtes français autant que moi. Alors que moi, je ne serai jamais kanak. Maintenant, s'il y a deux droits, et s'il y a une revendication, qui est une revendication légitime, en termes d'identité, en termes de droit kanak, etc., comment est-ce qu'on fait? C'est-à-dire maintenant, voilà. Et là, on débouche sur la dernière partie de mon exposé, c'est ce que j'appellerais l'ingénierie juridique. C'est-à-dire que le juriste, en fait, c'est un mécanicien, c'est un bricoleur. Il essaye de mettre en forme la volonté des personnes, et pas le contraire. Il ne faut pas dire que dit le droit, non, non, non. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, moi, le juriste, je vous dirais comment le mettre en forme, et le bétonner. Mais d'abord, qu'est-ce que vous voulez? N'attendez pas du juriste qui remplace votre volonté. Le droit est l'expression de la volonté, et cette volonté s'exprime dans un contexte donné. Par exemple, je veux aller sur la Lune, ça c'est ta volonté, mais la Lune est loin. Voilà. Donc, il faut bien se dire que le juriste est vraiment au service de la volonté, et donc des idées que l'on a, de la façon dont on se représente, à la fois la fidélité et la modernité, par exemple. C'est les deux aspects. Donc, il faut bien se dire ça. Alors, il y a quelques exemples, effectivement, de la stratégie pour consolider, en quelque sorte, l'identité kanak à travers une coutume ou un droit kanak bien, qui serait moins menacé et moins bousculé qu'il l'est à l'heure actuelle. Alors, moi, je vais prendre des exemples. Je vais prendre l'exemple d'abord de l'IFU, sur deux dossiers que j'ai suivis, etc. Le premier dossier, c'est le dossier de la réserve coutumière de Goni. Sur l'île de l'IFU, que vous connaissez mieux que moi, il y a une tribu et un petit chef qui a décidé de faire en sorte que une partie du territoire du clan serait classée en réserve coutumière, protégée, réserve sur laquelle il n'y aurait pas de prélèvement. Cette réserve présente deux limites. On peut imaginer que le petit chef et le clan va faire régner l'ordre interne sur les Kanaks, etc. Mais cette réserve prétend s'étendre
sur le domaine public maritime. On conçoit que les Kanaks qui font partie du clan respecteront. Mais si vous commencez à sticker une touriste japonaise parce qu'elle a plongé et que ça ne passera pas facilement, quoi, hein, bon, voilà. Donc on ne peut pas sticker les touristes japonais, et même quelle que soit leur nationalité. Et même des touristes kanaks qui viendraient de la Grande Terre, parce qu'on peut l'imaginer aussi. Donc il y a le problème de l'opposabilité externe de la règle. Comment faire respecter la réserve coutumière? Parce que ce n'est pas un règlement d'administration publique, ce n'est pas une loi, ce n'est pas un décret, c'est uniquement... et même, je ne sais même pas si c'était pris en forme de palabre. Ce qui est une erreur d'ailleurs. Il vaudrait mieux comme palabre. Alors moi je dis, mais comment mettre ça en forme? Alors je me tourne vers la province qui est compétente en matière d'environnement. Ben, j'ai dit à la province, mais vous avez qu'à renforcer en disant les règles coutumières sont aussi nos règles de droit public. C'est-à-dire qu'il y a coïncidence entre les deux. Et la réserve coutumière de Goni est également une réserve provinciale. Elle s'applique ainsi, etc. Comment mettre ça en forme? Ben, là, le mécano arrive. Une délibération du conseil provincial qui crée la réserve coutumière de Goni comme réserve provinciale et une convention, mais non pas avec une association, avec les chefferies qui ont la personnalité morale qui a été reconnue. Et à partir de là, un contrat pour coordonner la police, entre guillemets, et le fonctionnement de la réserve. Alors peut-être que, comme la chefferie fait le job, peut-être qu'on peut lui donner un peu d'argent pour payer les gardes nature, des trucs comme ça. Bon. Comme la chefferie fait des observations, les scientifiques pourraient les payer parce qu'ils rassemblent des données, ou des trucs comme ça, vous voyez. Donc, tout ça est possible. Mais il ne faut pas compter sur l'administration, parce que l'administration va vous dire, on ne l'a jamais fait. Et ce n'est pas parce que vous ne l'avez jamais fait que vous ne pouvez pas le faire. Donc il y a... Ça c'est un exemple, voilà. Il faut d'abord réanimer l'administration pour qu'elle se bouge et qu'elle permette ce dialogue de deux cultures juridiques. Et là c'est deux cultures autoritaires. La réserve de Goni, c'est un acte réglementaire, et la réserve de la province, c'est un acte réglementaire. Et tous les deux se renforcent l'un avec l'autre. C'est pas de l'innovation, ça. Hein. Savez-vous qu'une fédération sportive reconnue d'utilité publique, quand elle prend une sanction contre un joueur parce que il a blessé un autre joueur, elle prend une sanction interne, une sanction disciplinaire. Et ce qu'on reconnaît à une fédération sportive, on ne le reconnaît pas à un clan coutumier. Les ordres professionnels, par exemple, les médecins, quand ils ont fait une bêtise, c'est pas l'État qui les sanctionne, c'est l'ordre des médecins. Et l'État, en plus, il y a eu coup et blessure involontaire, bam, il leur a fait un coup sur la tête de plus. Mais on voit bien qu'il y a deux ordres juridiques différents. Donc, vous voyez, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Bon, l'autre aspect aussi sur lequel j'ai travaillé, mais j'étais beaucoup plus déçu parce que ça n'a pas très bien marché, bien qu'on a amélioré le texte, c'était obliger la province des îles, dans la rédaction de son code, de conditionner les mesures qu'elle prenne à l'accord des chefferies. C'est-à-dire que la réglementation était une réglementation conjointe. Les mesures de police et d'environnement ne pourraient être prises sur les terres coutumières qu'avec l'accord de ceux qui organisent la vie sur la terre coutumière. Voilà. J'ai élaboré un projet de palabre qui... Parce que le problème des terres coutumières, c'est que les gens y vont, ils font ce qu'ils veulent. Ah oui, mais j'ai vu un chef, j'ai vu un autre, on est d'accord. Et puis on ne paye pas. Hein. Sur les terres coutumières, on s'installe, on ne paye pas. Hein. Par exemple, la poste s'installe. Ah oui, mais c'est l'intérêt général. Hein. Et je peux vous dire que si moi, vous venez me prendre un mètre carré de jardin pour installer la poste, on me payerait. Et puis on ne rentrerait pas chez moi pour couper des fleurs, comme fait l'URD,
pour aller couper comment ça s'appelle ça, les scientifiques, ils vont aller foutre chez eux. Hein. Ils rentrent, ils sortent, ils coupent, et puis après ils disent, ah, on a découvert un remède contre le cancer et tout, etc. Et puis après, ils prennent les petits carnets. Moi, je l'ai vu, par exemple, j'étais très choqué. C'était sur les îles Marquises, en Polynésie. L'IRD qui a pris les carnets de médecine traditionnelle de tout un tas de femmes qui sont très fortes là-bas, et les a pillées complètement. Pillées. On a pillé les savoirs traditionnels. Alors là, à la suite de la visite d'un de mes étudiants, d'ailleurs, qui est aussi à Ottawa, qui suis en co-tutelle, on a obligé l'IRD à rendre les fiches au Sénat, donc à restituer les fiches de contrôle, mais parce qu'on a fait pression. Pourquoi? Parce que, et là vous voyez, c'est là où il faut être attentif à ce qui passe au niveau international. Les Guyanais se sont rendus compte qu'il y a eu un pillage de savoir traditionnel qui a été utilisé par l'IRD, qui a déposé un brevet. Ce brevet est remis en cause. Ça a foutu un bordel terrible. Et du même coup, mon étudiant est allé voir, le directeur de l'IRD est allé voir les sénateurs et leur a dit, on a pillé ici comme en Guyane, et l'IRD est 1000 fois plus responsable ici qu'en Guyane. D'un coup, ça a foutu un buzz pas possible. Le président de l'IRD, le directeur de l'IRD de Paris est descendu pour rendre les fiches et tout. 1020, 1030 fiches, un truc comme ça. Plus de 1000 fiches qui ont été pillées, en définitive, donc, à l'ensemble donc, des Kanaks. Alors sur les de l'IFU et ailleurs, bien sûr, etc. Et là, vous voyez le rôle du Sénat qui est de conseiller, d'appuyer, d'accompagner et de coordonner le travail des trucs, mais pas de dire la coutume. Hein, bon, c'est vrai. Alors, vous voyez 3 exemples. Alors, ce que j'ai élaboré, c'est un projet de palabre coutumier qui dit la chose suivante. Recueil du consentement des chefferies sur les terres coutumières, pour l'utilisation des terres coutumières, avec la procédure. Pour que le consentement soit considéré comme non nul, il faudra avoir le consentement du clan terrien concerné, de la tribu, et le cas échéant, éventuellement, de la grande chefferie. Voilà. Et j'ai dit, voilà, j'ai élaboré le texte, j'ai dit, maintenant, vous avez qu'à l'adopter comme palabre, vous changez les mots si vous voulez, vous l'adoptez dans votre langue en plus, si vous voulez, c'est encore mieux, et puis vous l'envoyez à toutes les autorités pour leur dire, dorénavant, si vous voulez installer la poste, il faudra l'accord du clan terrien, etc. Et j'ai mis aussi le cas échéant avec une juste rémunération. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on vous installe, moi par exemple, quand vous installez un pylône électrique sur une terre privée, vous recevez de l'argent, et beaucoup. Alors on va dire, oui, mais il n'y a que des Kanaks. Oui, mais on ne fait pas ce raisonnement sur les terres privées. C'est pas parce que, voilà, on dit, mais attendez, mais il y a un clan qui va se taper le pylône, là, avec, voilà. Alors, ce clan doit avoir une rémunération. Hein, donc, voilà un petit peu le genre de travail qui permet, là, par exemple, de faire en sorte que la même dignité juridique sur les terres coutumières soit reconnue, exactement comme celle que l'on reconnaît en droit privé. Voilà donc un peu comment on fait du mécano juridique, hein, comment on avance mieux, etc. Mais encore une fois, ça ce n'est que du mécano. Il faut que les chefs le veuillent. Et les chefs et parfois les chefs n'ont pas conscience de l'importance. Parce que manque d'information, manque de formation aussi, manque de mesure de l'enjeu que cela représente, etc. Donc, et on voit qu'on a d'énormes... Et ça c'est le travail du Sénat, d'obtenir des moyens pour soutenir les chefs. Hein, et c'est le conseil coutumier normalement à faire ce travail, mais l'organisation des conseils coutumiers... Nous, la question qui se pose à nous maintenant, c'est... Dans le cadre du droit de la famille, par exemple, il y a une mixité qui se développe. Il y a une double mixité. La mixité des biens, parce que vous avez à la fois, les Kanaks ont à la fois des biens coutumiers et des biens de droit privé. Et il y a la mixité aussi au niveau des personnes, des mariages et des filiations.
Et c'est là où nous, on a en définitive peu d'informations. Alors, comment vivent les couples mixtes, comment se partage le pouvoir, entre guillemets, mais surtout les biens, et en cas de rupture, comment est-ce que ça se passe, et comment vous, par exemple, vous le voyez. Parce que vous êtes les jeunes, beaucoup plus que les anciens. Vous êtes confrontés, par exemple, à l'idée de mixité, l'idée par exemple, de construction d'un clan pour quelqu'un qui n'est pas kanak, par exemple. Moi, je suis un clan de la mer. Est-ce que si j'épousais, mais elle serait bien malheureuse avec moi, une kanak, comment je serais interprété? Est-ce que son père ou son oncle utérin dirait ah, mais il ne faut pas partir avec le professeur, il n'appartient pas à un clan, ou un clan qui n'est pas, comment dirais-je, etc. Bon, comment est-ce que ça se passe? Et surtout, vous, qui êtes plus jeune, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Et là, je voudrais...